Si tu joues à Yu-Gi-Oh, peu importe ton niveau, peu importe d'où tu viens, il y a un moment que tu attends plus que tout, la banlist. Gimmick Puppet Nightmare. Là, par exemple, c'est Jérôme, représentant de Konami, qui annonce l'interdiction d'une carte détestée par les joueurs, Poupée truquée du cauchemar. Lorsqu'elle touche le terrain, elle t'empêche d'invoquer quoi que ce soit sauf d'autres poupées truquées jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que si tu la donnes à ton adversaire, comme avec Albion le dragon sanctifeux, tu le bloques totalement. Ultra toxique, on comprend les cris de joie de la foule quand enfin on la bannit. Elle n'est pas seule, on compte plus d'une centaine de cartes sur la banlist. Celle qui y rentre y reste souvent pendant des années et certaines peuvent ne jamais en ressortir. Trop puissantes, trop toxiques, il y a des cartes qui, si on les libérait, pourraient ruiner Yu-Gi-Oh pour toujours. On en a déjà parlé de plusieurs dans une autre vidéo, mais il en reste encore beaucoup. Moi c'est Teromic et aujourd'hui on refait un tour du côté des cartes interdites. Quelles sont les 5 cartes qui ne devraient jamais revenir et qu'est-ce qui se passerait si on les ramenait dans le jeu? Le problème lorsqu'une carte est bannie, c'est qu'elle devient très dure à trouver. Alors, comment terminer ta collection? On est à la Japan Expo, et la Japan Expo, c'est le meilleur endroit pour trouver des goodies Yu-Gi-Oh! Venez! Amateur comme professionnel, chaque année je fais le tour des stands pour agrandir ma collection. En cherchant bien, on peut trouver des cartes et des prints magnifiques, regardez-moi ça. On a trouvé plein de trucs, malheureusement, tout ça c'est que à la Japan Expo, parce qu'en reste, c'est introuvable. Mais heureusement, si vous voulez avoir 24/24, j'ai un truc. Mercari est la marketplace en ligne la plus importante du Japon. La plateforme pour trouver des goodies animés super rares et introuvables en France. Mercari, c'est la Japan Expo en ligne tout le temps, toute l'année. Mais pour l'utiliser, il faut utiliser un site très spécial qui s'appelle Neokyo. Neokyo, c'est la manière de vraiment avoir tous les goodies exclusifs au Japon directement chez toi. Moi, j'ai vachement utilisé par le passé pour prendre des produits Yu-Gi-Oh exclusifs que je pouvais juste pas avoir en France. Va sur Neokyo, sélectionne Mercari et tape par exemple Yu-Gi-Oh Shuttleroid dans la barre de recherche. Et voilà, des dizaines d'annonces. Clique sur celle que tu veux et passe ta commande. Perso, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'artbook officiel de Yu-Gi-Oh! Dispo dans aucun magasin en France, mais rempli d'illustrations autour de mes cartes préférées. Pour l'avoir, c'est super simple, avec un site clair et ergonomique, couplé à un service d'assistance en français pour suivre tes colis et s'assurer qu'ils arrivent rapidement et en bonnes conditions. En plus, jusqu'au 10 août, si tu crées un compte avec le code TERO en description, Neokyo t'offre moins 50% sur ton premier achat sur Mercari jusqu'à un maximum de 1000 yens. Voilà, quelques jours plus tard, artbook bien reçu et je te le fais gagner. Avant le 31 juillet, crée-toi un compte avec le lien en description en utilisant le code TERO et laisse un commentaire pour participer et avoir une chance de le recevoir. Numéro 5, Fiberjar. Attention, c'est peut-être un piège. Je prends le risque. Attends! À l'attaque! Dans le 13e épisode de Yu-Gi-Oh, pendant son duel face à Yugi, Bakura retourne un monstre très particulier. Morphojar est un flip, une créature avec un effet qui s'active lorsqu'elle passe de face verso à face recto. La plupart du temps, du coup, quand on l'attaque. À ce moment-là, il force chaque joueur à défausser toutes les cartes de sa main, puis en piocher 5 nouvelles. Pour une carte de 2002, c'est surpuissant. Imagine, tu poses toute ta main sur le terrain, puis tu la retournes, tu viens de gagner 5 cartes. Elle filtre ton deck et te permet de voir tes meilleurs atouts bien plus rapidement. Alors bien sûr, le risque c'est qu'elle donne des cartes à ton adversaire, mais au moins, toi, elle te donne les armes pour relancer une partie que peut-être t'étais en train de perdre. Morphojar est une des cartes les plus impactantes de son époque, et presque immédiatement, on la limite à une seule copie par deck. Ça empêche l'adversaire d'en jouer plein pour vider son deck en quelques tours, mais elle reste très forte, et surtout, elle est pas toute seule. La même année, Konami présente Morphojar 2. Si Morphojar était si bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Morphojar 2? Eh ben on l'a! Elle est là! Toujours un effet flip, quand tu la retournes, elle renvoie tous les monstres sur le terrain dans le deck. Ensuite, chaque joueur révèle les cartes du dessus de leur deck jusqu'à trouver le même nombre de monstres que ceux renvoyés par cet effet. Enfin, il les invoque et envoie le reste des cartes révélées au cimetière. Aussi dévastateur, elle change complètement le terrain. Elle transforme la partie d'un seul coup en vidant une bonne partie de ton deck au passage. Encore mieux, Cyberjar. Quand tu la retournes, elle détruit tous les monstres sur le terrain, puis chaque joueur révèle les 5 cartes du dessus de son deck. S'ils y trouvent des monstres de niveau 4 ou moins, ils les invoquent spécialement et ajoute le reste à leurs mains. Là, en plus de renverser la partie, elle remplit ta main en un instant. Utile partout, on la voit dans littéralement tous les decks de l'époque, et on va même jusqu'à lui créer sa propre stratégie. Empty Jar se sert de Cyberjar et Morphojar pour vider le deck de ton adversaire en un seul tour. Composé à 90% de cartes magiques comme Livre de la Lune ou alors Livre de Taillou pour retourner Morphojar et Cyberjar en boucle. À chaque fois, ton adversaire pioche plein de cartes qu'il défausse pour ensuite repiocher de nouvelles, et ainsi de suite jusqu'à
jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans son deck. Un des premiers FTK de l'histoire, entre 2004 et 2005, c'était une terreur, jouée par les pires trolls qui donnent encore des cauchemars à ceux qui l'ont connu. Immédiatement, Cyberjar est interdite. Les deux Morphojars, elles, survivent jusqu'en 2014 avant de, elles aussi, passer à la trappe. À cette époque, le jeu était devenu beaucoup plus rapide et récupérer autant de cartes d'un seul coup te permettait de créer des stratégies abominables. Elle reste ainsi comme ça presque 10 ans, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on décide de les faire revenir. Aujourd'hui, les effets flips sont beaucoup trop lents. Poser un monstre et attendre un tour, plus personne ne fait ça. De même, t'as d'autres bien meilleures manières de piocher plein de cartes ou alors de raser le terrain. Finalement, il faut aussi se dire que les jars sont extrêmement fragiles face aux end-traps, genre une floraison de cendres les arrête toutes. Et ça enterre Empty Jar, parce que faire piocher ton adversaire toutes les cartes de son deck, ça veut aussi dire lui donner toutes les end-traps pour te stopper. Depuis, on a eu de nouvelles jars, comme Jar Cupid, Jar Absorbante ou alors Jar Inversée, mais aucune ne se démarque. Les terreurs de l'ancien Yu-Gi-Oh! Ne font plus peur à personne. La dernière encore interdite s'appelle Fiberjar. Effet flip, chaque joueur renvoie toutes les cartes de sa main, terrain et cimetière dans le deck et pioche 5 cartes. Un reset total, c'est comme si tu redémarrais le duel. Elle est bannie très tôt et elle est illégale depuis plus de 20 ans. Techniquement, pour toutes les raisons évoquées plus haut, aujourd'hui elle pourrait revenir sans poser trop de problèmes. Mais ça serait une mauvaise idée. Fiberjar est une carte qui rallonge terriblement la partie. Elle te force presque à faire 2 duels en un. En tournoi, ça serait une horreur à gérer. Du coup, c'est drôle sur le papier mais terrible en pratique. Elle est bien mieux là où elle est. Numéro 4, Ordre Impérial. Et si, pour seulement 700 points de vie par tour, cette carte est capable d'annuler toutes vos cartes magiques. Je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont imprimé cette carte. Les premières magies de Yu-Gi-Oh! Sont incroyables. Pot de cupidité, charité gracieuse, tout interdit à ce jour, mais à l'époque, quand elles dominaient encore le jeu, les designers se sont dit qu'il fallait une manière de les contrer. C'est là que vient Ordre Impérial. Piège continu, tant qu'elle est là, elle annule toutes les magies sur le terrain. Impensable, une carte qui bloque un tiers du jeu, et même possiblement le meilleur tiers. Les magies, c'est justement les cartes qui sont censées te débarrasser de ce genre de menaces. Genre Jinzo bloque les pièges, Raigeki. Absorption de compétences retire tes effets de monstres, Typhon d'espace mystique. Mais du coup, au début, des manières de détruire l'ordre impérial, il y en avait presque pas. Quand il était là, t'étais bloqué. Et le pire, c'est que son coup, censé être son défaut, est en réalité son plus grand avantage. Puisque tu peux choisir de ne pas payer son coup et donc de détruire la carte, tu peux par exemple la retourner pendant le tour de l'adversaire, l'empêcher de jouer, puis au début de ton tour la détruire et activer tes magies sans encombre. Du coup, même si sur le papier ordre impérial affecte les deux joueurs, en pratique c'est toujours uniquement ton adversaire qui trinque. C'est une des cartes les plus frustrantes de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Aucune raison de ne pas la jouer, elle favorise juste trop celui qui l'active et donc elle est partout. Immédiatement on la limite à une seule copie par deck et fin 2004, elle est bannie. Merci, voilà, une erreur de corriger, au moins on la reverra plus. Attends, quoi? I'm fucking done. Alors là, c'est Simo, un youtubeur Yu-Gi-Oh! Qui, en 2016, se rend compte que Konami vient d'annoncer le grand retour d'Ordre Impérial. Après, c'est pas exactement la même. On lui donne un errata, on modifie légèrement son effet. Alors la carte annule toujours les magies sur le terrain, mais maintenant t'es obligé de payer les 700 points de vie pour la garder. Alors comme ça, tu peux te dire que c'est bien, maintenant tu peux plus t'en débarrasser quand tu veux, elle affecte vraiment les deux joueurs. Sauf que... non. En 12 ans, le jeu s'est métamorphosé. Maintenant, le gros de la partie se fait pendant les 2 premiers tours. Du coup, si tu commences, tu peux juste faire tout ton combo, activer toutes les magies que tu veux, puis au début du tour de l'adversaire, tu retournes Ordre Impérial. Il peut rien faire, il passe son tour, et toi t'as déjà une armée de monstres pour le tuer, sans avoir besoin d'activer une carte de plus. Aucun désavantage, ça revient exactement au même. Surtout, depuis, les decks ont des magies beaucoup plus puissantes. Fusion brillante, Engage, Pot d'extravagance, des cartes cruciales pour leur stratégie. Les annuler gratuitement, comme ça, c'est pas juste. À nouveau, Ordre Impérial est partout. Déjà que Yu-Gi-Oh! Favorise grandement celui qui joue en premier, ça rendait les matchs encore plus frustrants. Les joueurs s'en plaignent pendant des années et enfin, en 2022, Ordre Impérial est interdit à nouveau. C'est une des très rares cartes qui s'est fait interdire à 2 reprises. On espère que Konami aura compris la leçon et ne le ramènera plus jamais. Numéro 3, Simorgh, oiseau de la souveraineté. Certaines cartes sont trop fortes pour leur propre deck.
deck. En 2006, les joueurs découvraient Simorgh, oiseau de la divinité. Tête d'affiche de Seigneur des Tempêtes, un des pires decks de structure de toute l'histoire du jeu. Il fait un peu de dégâts à la fin de chaque tour en fonction des magies et pièges qu'il y a sur le terrain. Pour un monstre à 2 sacrifices, c'est vraiment nul. On se rappelle davantage de lui pour sa version ténébreuse. Elle s'invoque spécialement de ta main et elle empêche ton adversaire de poser des cartes, ce qui est utile pour bloquer ses pièges. Ça aurait pu s'arrêter là, un gros oiseau, une tentative ratée comme tellement d'autres, mais en 2019, Konami décide de leur donner une seconde chance. Dans le soulèvement de la fureur, ils sortent 10 nouvelles cartes Simorgh, les bases d'une vraie stratégie qui s'est complètement cassé la gueule. Le problème c'est que pour activer leurs effets, tous les Simorgh demandent que ton adversaire n'ait aucune carte dans sa zone magie et piège. Ça les rend injouables. Une partie sur 2, tes combos ne fonctionnent pas, parce que en fait, c'est la base de Yu-Gi-Oh! Les magies et pièges, donc c'est dur de pas en avoir. Si on veut les sauver, il faudrait une carte qui fait tout, qui règle tous les problèmes. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Sorti en 2020, Duel Overload est un des sets les plus broken de ces dernières années. Dedans, presque une dizaine de liens aujourd'hui interdites dont on a déjà parlé comme Transporteur Union, Anaconda ou alors Alkifibrax. Et dans le lot, Simorgh, oiseau de la souveraineté. Lien 3, déjà ton adversaire ne peut pas cibler les monstres en dessous d'elle avec des effets de cartes. Et surtout, à la fin de chaque tour, Simorgh peut invoquer un monstre bête ailé de ton deck d'un niveau égal ou inférieur au nombre de zones magie et pièges inutilisées sur le terrain. N'importe quel bête ailé, gratuitement, depuis ton deck. C'est fantastique. Alors oui, techniquement tu peux invoquer tous les Simorgh que tu veux, mais pourquoi tu ferais ça? Ils sont tous nuls. Amène plutôt Apex Aviaire de la Vallée de Brume. Niveau 7, quand ton adversaire active une carte, tu peux le renvoyer dans ta main pour l'annuler. Encore mieux, Statue Barrière des Tempêtes. Tant qu'elle est là, chaque joueur ne peut invoquer que des monstres vents. Tu le mélanges avec les Tribrigades et les Lyrilusc pour l'invoquer très facilement, tu fais un gros combo, puis à la fin de ton tour, tu utilises Simorgh pour sortir barrière et bloquer l'adversaire complètement. Absolument horrible. Face à ça, t'as très peu de solutions et la plupart du temps, Simorgh suffit à gagner la partie à lui tout seul. Il devient le centre de Tribrigade Lyrilusc ou Bird Up, une stratégie qui mélange bête guerrier et bête ailé pour construire un terrain impassable. Il domine complètement les premiers mois de Master Duel. Finalement, début 2022, Konami décide que c'est assez et interdit Simorgh pour de bon. Et quelques temps plus tard, c'est la Barrière des Tempêtes qui passe à son tour. Le problème c'est que en plus d'être fort, il pose trop de problèmes de design. Tant que Simorgh est là, tu ne peux pas créer de nouvelles bêtes ailées trop puissantes parce qu'il peut juste gratuitement les invoquer du deck. Le pire c'est que dans tout ça, l'oiseau de la souveraineté n'a jamais rendu son propre archétype jouable. Les autres Simorgh, eux, restent nuls. En fait, puisqu'il était trop générique, on l'a juste utilisé dans de meilleures stratégies. S'il avait été plus restreint, plus centré autour de ses propres cartes, il aurait peut-être donné une chance aux oiseaux et il n'aurait peut-être pas été banni. Numéro 2. Fusion dimensionnelle. Au tout début, lorsqu'un monstre était banni, ça voulait dire qu'il était retiré du jeu pour toujours. Impossible de le ramener avec Monster Reborn, tu t'en étais définitivement débarrassé. Enfin, ça, c'était avant qu'on décide de briser toutes les règles. En 2004, Invasion des Ténèbres chamboule Yu-Gi-Oh! Avec des cartes terriblement puissantes comme Sorcier du Chaos, Émissaire du Commencement et Émissaire de l'Achèvement. Tous avec des effets révolutionnaires pour l'époque qui s'invoquent en retirant du jeu un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis ton cimetière. Donc tu accumules des ressources puis tu les bannis pour amener un mur de gros monstres. Fun, mais c'est là que Konami est allé trop loin. Dans le même set sort Fusion dimensionnelle. Magie normale, contre 2000 points de vie, chaque joueur invoque autant de monstres retirés du jeu que possible. Genre imagine une carte qui te permettrait de réanimer tout ton cimetière d'un coup comme ça gratuitement, bah là c'est la même chose, mais en mieux. Tu commences par utiliser les monstres de ton cimetière comme ressources, puis tu les ramènes, comme ça. Alors oui, ton adversaire peut aussi invoquer ses propres créatures, mais c'est ton tour. T'as suffisamment de monstres pour raser son terrain et même le tuer. Plus on explore les possibilités de fusion dimensionnelle, plus on découvre des trucs horribles. Certains le mélangent avec Naga Cyber, qui bannit 2 monstres pour piocher 2 cartes. Comme ça, bah tu les ramènes puis tu le refais en boucle pour piocher presque tout ton deck. D'autres le couplent au magicien du chaos sombre. Lorsqu'il arrive, il reprend une magie de ton cimetière dans ta main. Une manière de recycler fusion dimensionnelle encore et encore. Accompagne-la de magie économique qui permet de l'activer sans payer de points de vie et du soldat canon qui sacrifie un monstre pour infliger 500 points de dégâts à ton adversaire. Tu sacrifies alors le magicien que tu ramènes en boucle jusqu'à vider ton adversaire de toute sa vie, un FTK. C'est juste abusé. Rapidement, la carte est limitée à une seule copie par deck, mais elle reste au sommet des tournois. Considérée comme une des magies les plus puissantes du jeu, plus le temps passe et plus on a de nouvelles manières de bannir des cartes, et donc plus elle devient forte. En 2008, elle brille aux côtés du dragon armé des ténèbres. Il rase le terrain adverse en retirant du jeu des monstres ténèbres de ton cimetière, que tu ramènes ensuite avec la fusion dimensionnelle
dimensionnel pour le tuer sur le champ. C'en est trop, 4 ans après sa sortie, Konami l'interdit pour de bon. Elle est sur la banlist depuis 17 ans, et elle ne peut jamais en sortir. Déjà, aujourd'hui, les decks qui bannissent plein de cartes sont monnaie courante, du coup une carte qui dit « remplis ton terrain gratuitement » permettrait des combos inhumains et pas fun. Mais surtout, en fait, depuis, on a des manières de la chercher. Même si elle n'a rien à voir avec les monstres violets dans l'extra deck, Fusion Dimensionnelle a Fusion dans son nom. Donc techniquement, tu pourrais l'ajouter de ton deck à ta main avec un Sabatier la pierre philosophale ou Darlingtonia Cobra Prédaplante. De base, elles sont censées aider les decks qui invoquent de vraies fusions, mais là, elles deviendraient juste des moyens d'accéder à une des cartes les plus terribles de Yu-Gi-Oh! Numéro 1, Venin affamé, roi suprême du dragon. Dans Yu-Gi-Oh! Arc 5, la série avec les pendules, le méchant principal s'appelle Yuri. Alter ego maléfique du héros, dans l'épisode 91, il révèle sa carte maîtresse, Dragon Fusion Venin affamé. Lorsqu'il arrive, il gagne l'attaque d'un monstre de l'adversaire. Ensuite, une fois par tour, il peut copier les effets d'une autre créature sur le terrain, et enfin, s'il meurt, il emporte tous les autres monstres en jeu avec lui dans la tombe. Une vraie menace, surtout que pour l'invoquer, t'as juste besoin de 2 monstres ténèbres. Très utile quand tu le couples avec Super Polymérisation, qui fait une fusion en utilisant les cartes de ton adversaire. Du coup, si ce dernier a un terrain rempli de créatures ténèbres, tu peux juste t'en débarrasser pour invoquer ton propre gros dragon. Sauf que lui, il est toujours légal. En fait, la carte dont on vous parle, c'est la version d'au-dessus. À la fin de Arc 5, le boss final, Zark combine les dragons de chaque protagoniste dans des formes encore plus puissantes. Celui de Yuri devient alors Venin affamé, roi suprême du dragon. Niveau 8, 2800, s'invoque sans polymérisation, juste en sacrifiant 2 monstres pendules ténèbres que tu contrôles. Bref, ultra simple. Comme la version de base, une fois par tour, tu peux copier l'effet d'un monstre sur le terrain. Mais là, tu peux aussi en choisir un que tu contrôles ou dans ton cimetière. Une petite différence qui brise complètement la carte. On en avait déjà parlé il y a longtemps avec Neptune le Tyran, mais copier un effet au cimetière, c'est extrêmement dangereux. T'as des monstres avec des capacités surpuissantes, équilibrées uniquement par le fait qu'elles sont très dures à sortir. Mais en contournant ça, Venin affamé devient capable des pires atrocités. Par exemple, prends l'Irilusk Rossignol indépendant. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque étoile qu'elle a, et une fois par tour, tu peux infliger à ton adversaire des dégâts égaux à son niveau x 500. Alors de base, elle est niveau 1, donc ça va. Mais si tu copies ses effets avec un venin affamé, alors d'un coup, t'as un dragon à 6800 qui burn ton adversaire de 4000 par tour. Sors-en un deuxième, ce qui dans un deck pendule n'est pas très dur à faire, pour lui infliger 8000 points de dégâts dès le premier tour et le tuer avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Venin affamé est un des FTK les plus efficaces de toute l'histoire du jeu. Il a des dizaines de tops autant en 2017 qu'en 2018. Ça n'aide pas que le deck qui le joue, Magicien Pendule, est déjà très fort sans lui. De base, une excellente stratégie qui, cerise sur le gâteau, peut te FTK quand sa main est assez bonne. Vraiment pas une bonne époque pour jouer à Yu-Gi-Oh! Ce qui est étrange, c'est que alors même que tout le monde s'en plaignait, elle est restée légale pendant presque 2 ans, ce qui pour une carte capable de faire des FTK est gigantesque. C'est sûrement parce que c'est un monstre iconique de l'anime qu'on peut plus difficilement interdire. On suppose qu'il faut davantage de validation pour s'assurer que ça ne fera pas de mal à l'image de la licence. C'était par exemple le cas du dragon par feu, lui aussi ultra toxique et beaucoup trop fort pour l'époque, qui a survécu bien longtemps parce que c'était le monstre fétiche du héros de Yu-Gi-Oh! Vrains. À la place, après avoir banni Venin affamé, on en a fait une autre version. Dragon Fusion Prédapouvoir Venin affamé. Alors il copie plus les effets, mais il annule ceux des autres. C'est toujours fort, mais moins dangereux. En fait, même si on interdisait Rossignol, je pense pas que Venin affamé puisse revenir. Son effet est juste trop polyvalent, c'est impossible de prévoir tout ce qu'il peut faire. S'il revenait, un jour ou l'autre on trouvera un autre combo débile qui le rendra encore plus broken, il est bien mieux sur la banlist. Si certaines cartes sont interdites à cause de leur puissance, d'autres le sont aussi parce qu'elles polarisent trop Yu-Gi-Oh! Leur simple existence bloque des pans tout entiers du jeu. En plus de limiter les possibilités pour les futures cartes, elles rendent Yu-Gi-Oh! Moins fun. Il en reste encore beaucoup dans le genre, donc dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on replonge encore une fois dans le sujet. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Teromic, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine. Encore merci à Neokyo d'avoir sponsorisé cette vidéo, un grand merci à eux, allez voir ceux qui font dans le lien en description, on vous fait gagner un magnifique lot, donc n'hésitez pas à utiliser le code TERO juste ici et ça ferait vraiment très plaisir, ça soutient la chaîne. Sur ce, on se dit à très vite, ciao.